saying how much that movie has scared when they were watching it as a child, and they say, as a matter of fact, I'm still scared watching it as an adult. You said she was dead. That was her sister, the Wicked Witch of the East. This is the Wicked Witch of the West. She's worse than the other one was. Who killed my sister? Who killed the Witch of the East? Well, there's your old friend, the Wicked Witch of the West. How did she talk? Well, she talked like this. It's very nice to see you. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. That's right. Don't hurt them right away. We'll let them think about it a little first. Le 10 octobre 1938, Margaret Hamilton accepte de prendre le rôle de la méchante sorcière de l'Ouest dans la méga-production Le Magicien d'Oz. L'actrice ne sait pas qu'elle marquera l'histoire. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je commence en vous remerciant d'écouter le balado. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, du Canada au Chili, en passant par le Luxembourg, la France et dans plus de 32 autres pays. Un énorme merci. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Margaret Hamilton et de son rôle le plus marquant, celui de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Pendant sa carrière au grand écran, Margaret va être reconnue pour sa création de personnages. Elle excelle quand c'est le moment de créer des personnalités hautes en couleurs, excentriques et tout ce que vous voulez. Elle va même en faire sa renommée. Mais Margaret va marquer tous les esprits en 1939 quand elle va interpréter la méchante sorcière de l'Ouest. Ça va tellement marquer l'histoire qu'en 2003, la American Film Institute classe son interprétation à la 4e position des 50 vilains du cinéma les plus marquants. Le magazine Empire, lui, la classe à la 90e position des personnages du grand écran ayant marqué l'imaginaire collectif et aussi l'histoire. Et aujourd'hui, par les fans de cinéma, elle est très souvent mentionnée comme étant la plus effrayante sorcière du grand écran, mais aussi du petit écran. Un titre bien mérité à mon avis. Avant d'accepter ce rôle, où en était Margaret Hamilton dans sa carrière? Même si elle a commencé à apparaître au cinéma sur le tard en 1933 à l'âge de 31 ans, Margaret Hamilton est en 1937 une actrice très reconnue. Elle a joué dans plus d'une vingtaine de films, pour la plupart dans des rôles secondaires. Ses nombreuses années à enseigner le théâtre et le jeu lui ont servi énormément. Dans les coulisses, on adore travailler avec l'actrice et ses collègues n'hésitent pas une seconde à aller la voir dans sa loge pour avoir des conseils et son opinion sur leurs interprétations. En plus, Margaret est une femme très sympathique avec qui il est très agréable de travailler. Quand les lumières s'éteignent après une longue journée de tournage, Margaret est de toutes les conversations et on aime rire avec l'actrice. Devant les projecteurs, elle est impeccable. Elle connaît ses répliques, elle sait ce qu'elle doit faire et les réalisateurs aiment travailler avec elle. Ils savent qu'ils auront une belle performance. En 1937, cette solide réputation de travaillante et d'actrice sympathique l'ont fait tourner aux côtés de grands noms comme un très jeune Henry Fonda, la superstar Carole Lombard et la blonde platine Jean Harlow, dans son ultime film Saratoga.
Mais en 37-38, malgré ses nombreuses apparitions au grand écran, l'état financier de l'actrice est pas évident. Elle a quelques soucis d'argent et peine à payer ses factures et à joindre les deux bouts. À Hollywood, pendant que Margaret Hamilton cherche à joindre les deux bouts, se prépare un film grandiose, Le Magicien d'Oz, et l'une de ses actrices est sur le point de démissionner, laissant le champ libre à Margaret. And as for you, my fine lady, it's true, I can't attend you here and now as I'd like. But just try to stay out of my way. Just try. I'll get you, my pretty, and your little dog, too. Aha! So, you won't take warning, eh? All the worse for you, then. You'll believe in more than that before I'm finished with you. Take your army to the haunted forest and bring me that girl and her dog. Do what you like with the others, but I want her alive and unharmed. How about a little fire, Scarecrow? You cursed brat! Look what you've done! I'm melting! Melting! En 1938, tout Hollywood ne parle qu'une seule et unique production, Le Magicien d'Oz, par la MGM. Une immense production musicale avec Judy Garland dans le rôle principal. Le film est tourné en couleur, chose peu courante à l'époque et tout le monde attend avec impatience sa sortie. Aux côtés de Judy Garland, Billy Burke dans le rôle de la fée marraine et Gail Sondergaard dans le rôle de la méchante sorcière de l'Ouest. Gail est une actrice reconnue à travers tous les États-Unis pour être l'une des femmes les plus glamour de son époque. Ses robes à paillettes, son regard distingué et ses manières élégantes parfaites font d'elle un modèle féminin très populaire. À l'écran, Gail a travaillé avec les stylistes de l'époque pour donner à la méchante sorcière de l'Ouest un côté très classe, élégant, presque aussi glamour qu'elle. Le personnage possède une sublime cape noire à paillettes et une coupe de cheveux très à la mode. Elle n'a rien d'une sorcière laide. D'ailleurs, hors de question pour l'actrice d'apparaître hideuse à l'écran. Pendant la production du film, plusieurs pépins arrivent au point où on doit changer de réalisateur. C'est finalement Victor Fleming qui se retrouve derrière les caméras. Fleming, avant de reprendre la production, tient à visionner les quelques extraits tournés et il est loin d'être convaincu par le film, mais surtout par la performance de Gail Sondergaard. Fleming n'aime pas du tout l'interprétation de l'actrice. Une sorcière classe, glamour et surtout très belle. Ça ne va pas du tout avec le genre du film. Chez lui, sans trop avertir la production, il change quelques détails et retravaille le visuel de la méchante sorcière de l'Ouest afin qu'elle ait vraiment l'air d'une méchante sorcière. À son retour en studio, il fait part des changements à Gail qui est horrifiée en voyant les nouveaux dessins. On lui mettra un épais maquillage vert sur le visage et sur les mains, en plus d'une prothèse au nez et au menton afin que son nez soit plus pointu et que son visage soit plus horrifiant. Au revoir les paillettes sur ses costumes et adieu la belle cape et la belle coupe de cheveux à la mode. Bonjour à une perruque crépue et une robe noire sans flafla. L'actrice et le réalisateur tentent de négocier un peu, mais rien à faire. Gail n'apparaîtra pas à l'écran avec cette apparence. Une dispute éclate et Gail Sondergaard quitte le studio de la MGM en claquant la porte avec colère. Victor Fleming se retrouve alors sans actrice pour jouer le personnage terrible. Il pense à Billy Burke, qui pourrait jouer à la fois la fée marraine et la méchante sorcière. Mais non, mauvaise idée qu'il se dit. Connaissant bien Margaret Hamilton, il contacte son agent. Fleming, au bout du fil, explique qu'il veut absolument la femme pour le rôle. L'agent doit tout faire pour la convaincre.
Le travail de l'agent ne sera pas très ardu. Ayant besoin d'argent et très enthousiaste à l'idée de créer ce personnage, Margaret accepte sur le champ. D'autant plus que l'actrice garde dans sa bibliothèque une copie du livre du Magicien d'Oz, livre qu'elle connaît très bien puisque c'est son histoire préférée depuis son enfance. Le 10 octobre 1938, Margaret Hamilton signe avec la MGM pour le rôle de la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Une fois le contrat signé, pas de temps à perdre, on maquille l'actrice en vert et on lui fait enfiler quelques costumes avant de lui faire passer les fameux tests de caméra. Dès que Margaret apparaît devant les machines à images, Fleming le sait, il ne va pas regretter son choix. L'actrice est transformée en une créature terrible. Sa gestuelle est horrible. La manière dont elle bouge ses mains donne des frissons dans le dos au réalisateur, mais aussi à toute l'équipe de tournage. De retour chez elle, après les tests plus que convaincants, Margaret a une idée qu'elle juge excellente. Faire rire la sorcière. Le lendemain, elle se rend au studio. Fleming, étonné de voir l'actrice, puisqu'elle ne doit pas tourner cette journée-là, accepte de prendre quelques minutes pour écouter cette idée. Dans son bureau, Fleming écoute l'actrice et lui demande de faire le rire qu'elle imagine. Margaret s'exécute et le réalisateur devient presque hystérique. Il enlace Margaret, il ne s'attendait pas du tout à une telle invention de sa part. Le rire est effrayant. Le réalisateur s'impatiente de travailler et de tourner avec l'actrice. L'impatience est plus qu'immense. Même si elle ne tourne pas, l'actrice se présente au studio pour s'imprégner de l'ambiance. Elle devient rapidement la confidente de Judy Garland, qui a à peine 16 ans. Le tournage pour l'adolescente est très difficile, elle est très anxieuse. Elle a beaucoup de pression sur les épaules. Margaret laisse toujours sa porte de loge ouverte pour la jeune femme. Très souvent, Judy arrive en pleurs et l'actrice d'expérience et femme très sensible qu'est Margaret Hamilton lui offre son écoute, la console et Judy écoute attentivement les conseils qu'elle lui donne. Un lien très fort va se créer entre Judy Garland et Margaret Hamilton. Un lien très fort qui va durer jusqu'à la mort de Garland. Pour Margaret, le tournage du Magicien d'Oz est pas évident non plus. Les séances de maquillage sont excessivement longues et on l'oblige un peu à vivre dans un congélateur. Le maquillage étant très long à faire, on veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Si l'actrice a trop chaud, elle va finir par suer, abîmant ainsi son maquillage. On installe dans sa loge un climatiseur puissant qui refroidit la pièce à l'extrême. Dans une entrevue donnée dans les années 70, Margaret blaguait là-dessus justement. Elle disait que quand elle ouvrait la porte de sa loge, il y avait de la vapeur qui en sortait comme quand on ouvre un congélateur. On attend que tout soit prêt pour appeler Margaret pour une scène. Dès que c'est terminé, on la ramène en vitesse dans sa loge. Le 23 décembre 1938, un accident arrive en plein tournage. Un accident qui aurait pu très mal se terminer pour Margaret. Ce 23 décembre 38, on tourne la première apparition de la méchante sorcière de l'Ouest alors qu'elle apparaît dans une épaisse fumée rouge et au travers des flammes. L'entrée est spectaculaire et fidèle à elle-même, Margaret est excellente et terrifie l'équipe technique. Mais le personnage devait sortir comme elle est entrée, dans la fumée et les flammes. Le mécanisme qui permettait à l'actrice d'éviter les flammes ne fonctionne pas comme prévu. Le costume de la sorcière s'enflamme et le feu atteint rapidement le visage et les mains de l'actrice. Elle est brûlée au 2e degré au visage et au 3e sur les mains. Elle doit rester 2 semaines à l'hôpital, puis est forcée à prendre du repos pendant 6 semaines chez elle. L'actrice gardera, heureusement pour elle, aucune trace de ce triste incident qui aurait pu lui être fatal. Mais Margaret, pour l'anecdote, n'est pas la seule à avoir été brûlée pendant le tournage. Sa doublure, Betty Denko, sera-t-elle aussi victime d'un triste incident? Pendant que Margaret se repose chez elle, on tourne la scène de la sorcière sur son balai, écrivant dans le ciel « Surrender Dorothy ». C'est Betty Denko qui montera sur le balai pour les plans éloignés. Sous son costume, on installe un mécanisme qui donne l'impression qu'une épaisse fumée noire sort du balai.
À la 3e prise, le mécanisme explose et le costume de la doublure s'enflamme. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital où elle restera pendant 11 jours. Contrairement à Margaret, Betty gardera sur ses jambes des marques de brûlure pour le reste de sa vie. Une fois le tournage du Magicien d'Oz achevé, les patrons de la MGM et Victor Fleming s'installent confortablement dans les salles de projection et regardent le film. Les patrons de la MGM sont horrifiés par la méchante sorcière de l'Ouest et hésitent à présenter ce film, qui est destiné quand même à un public d'enfants. Après discussion, on décide de garder toutes les scènes du personnage aussi terrifiant soit-il. Avant la sortie officielle, on organise une séance privée où quelques enfants chanceux regarderont le film avant tout le monde. Le jeune public est plus qu'enthousiasme lorsque la projection commence. Ils ont peur quand la méchante sorcière apparaît, mais tout est sous contrôle. Par contre, au fur et à mesure que le film avance, les enfants sont de plus en plus effrayés par Margaret Hamilton. Pendant une scène où l'actrice rit à s'époumoner, tournée en très gros plan sur son visage peint en vert, les enfants deviennent incontrôlables. Certains hurlent de peur, d'autres pleurent, appellent leur maman, c'est le chaos. Dans la salle de projection, les enfants courent et tambourinent à la porte pour qu'on leur ouvre. Une fois le calme regagné, la projection continue, mais une autre scène va provoquer la même réaction. Après cette projection, la MGM prend la décision de censurer quelques scènes de Margaret Hamilton. On coupe environ une 20aine de minutes du personnage, ce qui est quand même pas mal. Jusqu'à la fin de sa carrière, Margaret Hamilton entretiendra une relation d'amour-haine avec son mythique personnage. Elle l'adorait puisqu'elle est entrée dans la légende et qu'elle fut acclamée partout à travers le monde. Elle l'adorait et s'est beaucoup amusée à apparaître à la télévision dans les années 60 et 70, reprenant son personnage de la méchante sorcière de l'Ouest. Par contre, elle le détestait aussi. Premièrement, parce qu'il n'est pas toujours facile d'être toujours associé à un même film, même personnage pour un acteur ou pour une actrice. Dans toutes ses entrevues, publicités et sorties publiques, on va lui parler de la méchante sorcière. Pendant des années, les enfants auront peur de l'actrice à son grand désarroi, elle, une amoureuse des enfants. Un rire devenu mythique, une apparition verdâtre et une gestuelle des mains terrifiante, Margaret Hamilton a donné, à sa façon, ses lettres de noblesse à un personnage légendaire. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.